People are suffering. People are dying. We are in the beginning of a mass extinction, and all you can talk about is money and fairy tales of economic growth. How dare you? Nous ne pourrons pas dire que nous ne savions pas. Le monde dont nous rêvons est possible. Nous pouvons tous être des acteurs du changement. Bonjour et bienvenue sur ce podcast dédié aux entreprises cotées engagées. Je suis Anne-Carine Marmu et je recevrai chaque mois des chefs d'entreprise, des directeurs de l'engagement et même des gérants de fonds et des analystes afin de leur donner la parole. Ils partageront avec vous leurs convictions, leurs actions pour réconcilier développement économique et croissance durable. Parce que chez Portzamparc, depuis toujours, nous étudions les marchés avec un prisme différent, nous sommes convaincus que la prise en compte des critères ESG dans nos choix d'investissement conduit à des décisions mieux éclairées et des performances plus pérennes. L'ambition donc de ce podcast est de mettre en lumière les pratiques des entreprises cotées en faveur d'un développement plus durable et responsable. Ces interviews ne sont en aucun cas des recommandations d'investissement. Notre seul objectif est de partager des histoires inspirantes pour faire avancer les consciences. Bonne écoute à vous. Bonjour. Pour ce deuxième épisode du podcast Horizon Durable, produit par Portzamparc, je vous propose de parler de décarbonation. Il y a 10 ans, le monde financier pensait que la décarbonation du bilan énergétique d'un pays ou d'une entreprise était très compliquée, car trop coûteuse. Aujourd'hui, grâce aux investissements réalisés dans les énergies renouvelables et aux progrès technologiques, la décarbonation est même devenue une opportunité d'investissement. De façon inattendue, la crise sanitaire de 2020 aura engendré des impacts positifs dans ce domaine. Elle a, notamment, permis une prise de conscience concernant les efforts à fournir en vue d'atteindre la neutralité carbone à horizon 2050 défini par l'accord de Paris. Pour respecter cet objectif idéal de l'accord, il faudrait commencer par réduire les émissions de CO2 de 7,6% par an chaque année entre 2020 et 2030 selon l'ONU. Or, c'est à peu près la baisse que nous avons connue en France en 2020 avec une paralysie quasi totale du système économique pendant plusieurs semaines. Il y a donc peu de chances que cela se reproduise. Mais qui sont les acteurs pollueurs ? L'industrie cimentière est une des industries les plus polluantes au monde. Elle représente 5 à 8% des émissions mondiales. En France, c'est la seconde derrière la sidérurgie. Si dans le béton, le ciment ne représente que 10-15% de sa composition, il génère cependant 98% de la pollution. Dans ce secteur qui n'a pas évolué depuis près de 200 ans, il existe une entreprise dite de la clean tech qui a mis au point un procédé permettant de diviser par 5 les émissions de carbone. Aussi, afin de nous parler de son processus novateur de fabrication du ciment, j'ai le plaisir de recevoir aujourd'hui Julien Blanchard, le président du directoire de Hoffmann Green Cement Technologies. Bonjour Julien, merci d'avoir accepté de nous rencontrer aujourd'hui. J'expliquais que l'industrie cimentière était une industrie qui n'avait pas évolué depuis près de 200 ans. Bonjour Anne-Carine, bonjour à toutes et à tous. Oui, l'industrie du ciment n'a pas évolué, ou très peu, depuis 200 ans. Le ciment traditionnel, le ciment Portland, lui, existe depuis 200 ans et il est produit de la même façon. On extrait du calcaire dans une carrière pour ensuite le cuire à très haute température, à 1450 degrés durant 18 heures, pour en faire du clinker. Et ensuite, après, on vient broyer ce clinker pour obtenir du ciment traditionnel, du ciment Portland. Le mode de fabrication de ce ciment, en fait, n'a pas changé depuis 200 ans. Il est générateur d'énormes émissions de CO2, car une tonne de ciment représente environ une tonne de CO2. Donc, à l'échelle mondiale, il faut quand même savoir qu'il se consomme 4,6 milliards de tonnes de ciment. C'est le matériau le plus consommé par l'être humain après l'eau, à l'échelle mondiale. Ça représente environ 150 tonnes de ciment produites par seconde sur la planète, à l'échelle de la planète. Le marché européen, c'est environ 155 millions de tonnes de ciment consommées par an. Et à l'échelle nationale, en France, c'est 18 millions de tonnes. Donc on se rend bien compte que ce matériau, si vous voulez, qui est pourtant un matériau ancien aujourd'hui, et mérite encore des innovations pour le rendre plus vertueux et beaucoup plus acceptable, en fait, en vue des enjeux qui sont les nôtres aujourd'hui dans le cadre de la transition écologique et environnementale.
Pourriez-vous nous décrire le procédé de fabrication innovant que vous avez mis au point chez Hoffmann? Oui, alors en fait, si vous voulez, notre histoire, elle a démarré en 2015 avec mon associé David Hoffmann. Donc la société porte son nom, la société Hoffmann Green Cement Technology. On a créé cette société en fait en 2015, donc juste après notre rencontre, et on a déposé nos premiers brevets en fait à cette époque avec mon associé. Donc des brevets qui consistent, si vous voulez, à fabriquer ou à produire du ciment, mais sans cuisson, avec un process à froid et également sans ressources naturelles. Ça veut dire qu'on n'a pas besoin de carrières, on n'a pas besoin de calcaire, on n'a pas besoin de cuisson. Donc c'est vraiment très disruptif par rapport au process habituel de la fabrication du ciment. On capte, si vous voulez, pour remplacer ces ressources naturelles, des coproduits issus de l'industrie. Donc ce sont des déchets issus de l'industrie, comme des argiles, des gypses, des laitiers de hauts fourneaux, qu'on vient ensuite activer dans un process à froid pour en faire des nouveaux ciments. Donc l'objet en fait de nos brevets, si vous voulez, il porte sur l'activation même de ces coproduits pour en faire des nouveaux ciments. Et aujourd'hui, on a 3 brevets différents. On a 3 brevets qui s'appellent HP2A, EVA et HUKR. Ce sont des brevets français, européens, voire américains pour celui donc de HP2A. Et nous sommes encore en cours d'extension sur d'autres continents pour essayer de protéger, si vous voulez, les innovations à l'échelle mondiale. Ça, ces brevets datent d'il y a maintenant 3 à 5 ans, donc c'est long, le processus en fait de brevetabilité, il est relativement long parce qu'il faut que ça soit accepté par l'ensemble des continents, soit le continent américain, ensuite le continent asiatique, etc. Et en parallèle, si vous voulez, de ces brevets et de ces travaux de recherche et développement, on a aussi fait la preuve du concept industriel en construisant une première unité de production pour fabriquer ces ciments, donc ici en Vendée, à proximité de La Roche-sur-Yon, donc l'unité de production H1, qui est la première unité de production au monde à produire des ciments sans clinker à partir d'un process à froid. Un ciment sans clinker, c'est donc un ciment décarboné? Alors c'est un ciment, c'est un ciment en fait qui est décarboné car il ne contient pas de clinker à l'intérieur parce que c'est, si vous voulez, le clinker qui représente normalement la plus grosse proportion de matière première dans une tonne de ciment. Une tonne de ciment traditionnel, c'est environ 70 à 80 voire 85% de clinker. Et ce clinker, c'est celui aussi qui représente la plus grosse part d'émissions de CO2. Donc le fait de supprimer ce clinker dans le ciment nous permet de réduire considérablement les émissions de CO2 pour un ciment Hoffmann. En gros, on divise par 5 les émissions de CO2 par rapport à un ciment traditionnel. Êtes-vous aujourd'hui le seul producteur de ciment décarboné au monde? Alors, du ciment sans clinker, nous on préfère se définir comme ça en fait parce que les cimentiers traditionnels avaient pour habitude de dire qu'il n'était pas possible de produire des ciments sans clinker. Donc Hoffmann, si vous voulez, Hoffmann Green Cement a fait la démonstration qu'il est possible de fabriquer des ciments sans clinker avec des résistances mécaniques et techniques égales, voire supérieures même aux ciments traditionnels qui contiennent ce clinker. Ce procédé n'altère donc pas la qualité du produit final? Surtout pas, et c'est d'ailleurs pour ça qu'on a signé, si vous voulez, de nombreux contrats depuis maintenant 3 ans avec toutes les majors de l'industrie française de la construction, que ce soit les Bouygues, les Eiffage Construction, Eiffage Génie Civil, les KP1, les Caprimib, donc des grands acteurs du domaine de la construction en France, qui sont des constructeurs, qui sont des préfabricants, voilà, qui avaient besoin aussi, si vous voulez, de capter de l'innovation dans le domaine du ciment et du béton, parce qu'on fait du béton avec du ciment. Et c'est vrai que les cimentiers traditionnels n'avaient pas beaucoup bougé sur ce domaine-là depuis toujours, parce que leur cœur d'activité est quand même la production de clinker. Donc c'est comme si c'est compliqué de leur demander d'arrêter ou de diminuer fortement en fait cette production de clinker. Quel est le positionnement prix de votre offre? Alors, c'est un produit qui est bien entendu plus cher que le ciment traditionnel, qui est aujourd'hui, lui, produit en très grosse quantité. Nous, il faut savoir que nous avons une capacité de production à l'heure actuelle qui est que de 50 000 tonnes, avec la première unité de production. Elle va être multipliée par 11 dans les 3 à 4 prochaines années, parce que suite à notre introduction en bourse qui a eu lieu en fait sur Euronext Growth en novembre 2019, on a levé 75 millions d'euros pour financer la construction de 2 nouvelles unités de production en France, une en Vendée,
qui a démarré là, depuis maintenant 2 mois, et une autre en région parisienne qui va démarrer en fait en fin d'année ou tout début 2022. En visitant votre site internet, j'ai noté que votre usine était équipée de panneaux solaires. C'est pas exactement des panneaux solaires, ce sont des trackers solaires qui sont encore plus efficients que des simples panneaux solaires. En fait, ces trackers ne sont pas positionnés sur un toit, sur un toit d'usine, mais ils suivent le soleil du matin au soir, ce qui leur permet d'être 40% plus efficients que des simples panneaux solaires, en fait, voilà, parce qu'ils captent, si vous voulez, le maximum d'ensoleillement du matin au soir. Et donc, ces 3 trackers solaires, qui vont devenir quasiment 6 trackers solaires là, prochainement sur la première unité de production, ils représentent environ 25% de la consommation énergétique du site de production de H1. Bénéficiez-vous d'un environnement réglementaire favorable? Bien entendu, l'environnement réglementaire est extrêmement favorable, mais aussi, je dirais, l'environnement général. Depuis maintenant 2-3 ans, il y a une vraie prise de conscience sur les enjeux environnementaux qui sont les nôtres, à l'échelle nationale, mais aussi européenne, voire mondiale. On le voit encore avec les récentes décisions qui ont été prises, notamment par les États-Unis, de revenir dans les accords de Paris. Donc ça bouge énormément de ce côté-là. Si on parle de l'environnement réglementaire national ou européen, vous avez eu donc au niveau européen l'arrêt des quotas gratuits de CO2 en janvier 2020. Donc ça, on parle de quoi? C'était des quotas en fait qui étaient attribués gratuitement à des pollueurs entre guillemets, donc soit des cimenteries ou d'autres industries aussi qui génèrent énormément d'émissions de CO2. Et ces quotas étaient gratuits. Aujourd'hui, depuis le 1er janvier 2020, en fait, ils sont payants. Ils sont payants, donc en fait, c'est le principe un peu du pollueur-payeur, voilà. Donc vous avez maintenant une obligation d'acheter des quotas de CO2 quand vous générez des émissions en fait sur le territoire européen. D'accord ? Donc ça, c'était un premier point. Un deuxième point au niveau national sur l'environnement réglementaire, vous avez en fait la RE 2020 qui devait être effective en juin ou juillet 2020. Pour cause du Covid, elle a été décalée d'1 an. Normalement, elle serait effective en juillet 2021. Et donc là, c'est tout un panel de décisions qui concernent le domaine de la construction et du bâtiment qui vont, si vous voulez, contraindre ou amener progressivement l'ensemble des acteurs de la construction à construire plus vert, de façon plus vertueuse, en utilisant des matériaux biosourcés, à faible empreinte carbone. Donc là, il y a toute une politique, si vous voulez, qui est en train de se mettre en place dans le cadre de cette RE 2020. Donc globalement, on voit bien qu'il y a un environnement, si vous voulez, très favorable pour l'émergence de solutions green, notamment dans le domaine de la construction. Y a-t-il des avantages pour les constructeurs à utiliser des matériaux plus verts? Oui, si un certain nombre de critères sont remplis dans le cadre de projets de construction neufs, ça peut permettre en fait à des constructeurs d'obtenir des bonus de constructibilité jusqu'à plus 30% de surface constructible, ce qui est extrêmement intéressant dans certaines zones urbaines, voire aussi rurales, mais c'est très intéressant pour les porteurs de projets. Oui. Comment vous positionnez-vous aujourd'hui sur votre marché? Nous sommes considérés comme le 6e cimentier français parce que nous fabriquons du ciment, voilà, même si ce ciment ne contient pas de clinker, on fabrique du ciment qui va servir à faire du béton. Et ce béton va ensuite être utilisé pour construire des immeubles, des maisons, des hôpitaux, des écoles. Voilà, donc nous sommes considérés comme le 6e cimentier français. Oui. En résumé, grâce à vos brevets, vos ressources sont issues de déchets et votre processus de production génère 5 fois moins d'émissions de carbone qu'une usine classique. Oui, c'est exactement en fait oui, là, les 3 grands sujets, si vous voulez, qui peuvent résumer, je dirais, l'aventure scientifique mais aussi industrielle d'Hoffmann Green, parce que on a parlé des brevets, donc ça c'est une chose, mais il faut aussi parler de l'industrie, parce que vous pouvez avoir les meilleurs brevets au monde si vous n'avez pas l'industrie en face et le process de production qui va bien pour produire en fait ces technologies. Vos technologies ne pourront pas être ensuite utilisées dans le cadre de différentes activités. Et ça, été aussi un enjeu très fort nous concernant. Et c'est un peu ce qu'on a du mal à faire aujourd'hui en France. On peut le voir d'ailleurs dans d'autres sujets d'actualité en ce moment. On peut avoir des brevets, mais on a du mal, si vous voulez, à lancer de nouvelles industries avec de nouvelles usines, des usines 4.0 modernes, avec des nouveaux savoir-faire. Et en fait, aujourd'hui, si vous voulez, chez Hoffmann Green, on a su allier là, depuis 3-4 ans les technologies au développement industriel.
Et ça, on le poursuit à l'heure actuelle avec la construction de 2 nouvelles usines, qui sont des usines quand même qui vont avoir des capacités de production très importantes, multipliées par 5 par rapport à la première unité de production. Donc H2 et H3 vont avoir des unités des capacités de production de 250 000 tonnes chacune. Donc on fait encore un grand pas, si vous voulez, d'un point de vue industriel, là, et ça c'est très important parce que c'est ce qui va nous permettre aussi de déployer ensuite tous nos produits à travers le territoire national, mais aussi à l'étranger demain. À moyen terme, avez-vous des ambitions internationales? Alors, on a dans notre feuille de route, dans notre feuille de route boursière, on a des étapes qui sont inscrites dans le marbre aujourd'hui. Quand vous introduisez une société, en fait, vous vous engagez aussi sur un certain nombre de critères. Et l'international, en fait, est prévu pour nous à partir de 2022-2023, voilà. Et on a déjà des contacts, en fait, avec des partenaires qui souhaitent se rapprocher, en fait, de nous pour faire des essais déjà, voilà, et être aussi les premiers dans leur pays, en fait, à utiliser une technologie décarbonée dans le domaine de la construction et dans celui du ciment. C'est très intéressant, car effectivement, si on observe les émissions de carbone un peu partout dans le monde, on s'aperçoit que la France ne représente que 0,6 à 0,8% des émissions mondiales. Oui, et c'est pour ça que c'est important, si vous voulez, de proposer en fait une sorte de package, aussi bien donc d'un point de vue technologique avec les brevets que d'un point de vue industriel, pour pouvoir produire ces technologies. Parce que ce que l'on fait aujourd'hui en France, on pourra très bien le faire, si vous voulez, à l'étranger demain, à partir du moment où les sourcings sont disponibles. Ces nouveaux produits, ces nouveaux ciments décarbonés pourront être produits en fait aux États-Unis ou en Europe ou ailleurs. Concernant vos ressources, risquez-vous de rencontrer des problèmes d'approvisionnement? Alors aujourd'hui, nous, pour nos futures étapes, je dirais dans les 3 à 5 prochaines années, on a sécurisé nos approvisionnements sur l'ensemble des coproduits que l'on utilise à l'heure actuelle, parce qu'on espère aussi en utiliser d'autres prochainement à travers une 4e, une 5e, une 6e technologie. Voilà. Mais on est complètement assuré sur les prochaines années au vu des coproduits qu'on utilise. Maintenant, il faut savoir que on utilise, si vous voulez, notamment, par exemple, de l'argile, qui est présente en très grosse quantité à l'échelle mondiale. On utilise aussi des gypses ou des désulfogypses, qui sont aussi présents en grosse quantité au niveau mondial. Après, on peut avoir d'autres coproduits. Il peut y avoir des tensions un peu plus aiguës, entre guillemets, notamment, par exemple, sur les laitiers de haut fourneau qui sont utilisés dans le domaine du ciment traditionnels, qui sont aussi achetés par des cimentiers. Voilà. Et il faut savoir que chez Hoffmann, on s'appuie sur tout un panel de coproduits. Et donc, on a sécurisé, si vous voulez, en gros, la future production d'Hoffmann grâce à ce panel qui est relativement large, en fait, de coproduits. On n'est pas dépendant d'un coproduit spécifique. On en utilise plusieurs. C'est important d'avoir une stratégie bien définie, de ne pas non plus brûler les étapes, même si le développement est rapide. On a su depuis 5 ans, en fait, y aller, je dirais, étape par étape, grâce aussi à des soutiens d'actionnaires privés, au soutien de nos partenaires bancaires, à cette introduction en bourse qui nous a vraiment propulsé, dynamisé encore plus, je dirais, pour aussi se doter des moyens financiers nécessaires à notre développement industriel. Petite question qui n'a pas de rapport direct vraiment avec le développement durable. Pourquoi avoir choisi une introduction en bourse plutôt qu'une levée de fonds auprès d'investisseurs privés? Alors, c'est une question qu'on me pose régulièrement entre je dirais, le choix soit d'une IPO, donc introduction en bourse, ou le choix d'une levée de fonds un peu traditionnelle, je dirais, à travers des fonds régionaux, des fonds d'investissement classiques, etc. Bon, déjà, il faut savoir que une introduction en bourse aussi, c'est un coup de projecteur sur une société. Et ce coup de projecteur, il est durable, parce que c'est quand même un très gros coup de projecteur qui est donné à un instant T, qui se poursuit après, parce qu'en fait, après, vous êtes suivi quand même. Le cours d'action de votre société, en fait, est suivi par tout un tas de personnes. Donc, ça, c'est déjà un premier point. Donc, il y a un aspect, si vous voulez, un peu commercial et marketing dans une IPO. Deuxièmement, en fait, vous n'avez pas du tout la même relation en fait avec vos investisseurs qui investissent dans 20, 30, 40% en fait du capital de votre société. Voilà, ils prennent un risque avec vous. En fait, ils vous accompagnent. Voilà. Quand vous introduisez votre société en bourse, il n'y a pas de pacte d'associés comme quand vous faites une levée de fonds classique avec un fonds d'investissement régional ou local. Et surtout, la bourse peut aussi vous apporter des contacts, je dirais, européens, voire internationaux, que des levées de fonds locales ne vous apportent pas. Nous, dans le cadre de l'IPO d'Hoffmann, on a
eu la chance d'avoir à peu près 25% d'actionnaires étrangers qui ont participé en fait à l'introduction en bourse. Et ce sont donc des Suédois, des Norvégiens, des Hollandais, des Britanniques, des Allemands, des Suisses. Et tous ces investisseurs, si vous voulez, vous apportent également, de par leur connaissance, parlent aussi de votre société. Et ça contribue, si vous voulez, à la dynamique de l'entreprise. Voilà. Et puis je dirais, dernier point, introduction en bourse aussi, à un moment donné, vous vous engagez sur un certain nombre de critères qui sont un peu gravés dans le marbre. Hein, et ces critères, ça permet, si vous voulez, d'avoir une feuille de route très claire pour les dirigeants, mais aussi pour les collaborateurs. En fait, ils savent exactement en fait, ce qu'on doit faire là dans les 3-4 prochaines années. La feuille de route, elle est tracée. Alors, il peut y avoir quand même des tempêtes, des changements un peu de trajectoire de temps en temps pour essayer de contourner certains obstacles, mais globalement, la feuille de route, elle est tracée et tout le monde la connaît. Donc ça, c'est quand même aussi relativement transparent. Donc voilà, donc globalement, moi, si vous voulez, c'est pour ça que j'ai fait ce choix d'introduction en bourse en fait en 2019 versus une levée de fonds traditionnelle. Et je ne regrette pas ce choix fait là maintenant il y a environ 18 mois parce que globalement, si vous voulez, l'action se porte relativement bien. On a progressé de pratiquement 70% quand même depuis 18 mois, ce qui est assez exceptionnel en fait pour une société cotée sur Euronext grosse. Et j'espère que les choses vont se poursuivre ainsi. Merci Julien pour toutes vos explications. Merci à vous. Nous espérons que cet épisode vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à nous le faire savoir en mettant des étoiles sur votre plateforme de podcast préférée et en le partageant sur les réseaux sociaux. Nous sommes à l'écoute de tous vos retours, encouragements, suggestions d'invités ou autres. Pour cela, vous pouvez nous adresser un mail à l'adresse portzamparbourse en minuscules et au singulier @bnpparibas.com. Vous avez aussi la possibilité de vous abonner à certaines de nos publications en nous adressant votre demande par mail à la même adresse. Merci pour votre soutien.